Pourquoi pas un séchoir de plastique à impression 3D? Bidouilleur, salut! Une des premières choses qu'on apprend lorsqu'on débute dans le domaine de l'impression 3D est l'importance d'utiliser du filament de plastique sec, c'est-à-dire exempt d'humidité. Car oui, la plupart des plastiques sont hygroscopiques, c'est-à-dire qu'ils absorbent de l'humidité de l'air ambiant plus ou moins rapidement d'un plastique à l'autre. Un plastique ayant absorbé de l'humidité produira une impression inégale et montrant beaucoup de ce que j'ai baptisé des poils de nez. Ces petits fils très minces qui apparaissent entre les structures. Dans ma première impression de ce petit bateau, le 3D Benchy, j'ai constaté la présence de beaucoup d'entre eux. Était-ce normal ou pourrait-il que l'échantillon fourni avec l'imprimante n'était pas suffisamment déshydraté? Peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, j'ai besoin d'un séchoir ou d'un déshydrateur, si vous préférez, à filament de plastique, car il est certain que ma consommation de plastique ne sera pas suffisante pour présumer que le plastique est toujours exempt d'humidité lorsqu'il arrive directement du fabricant. Un séchoir à filament, ça s'achète tout fait, mais ça coûte dans les 3 chiffres. Comme je suis un utilisateur très sporadique de l'impression 3D, je ne peux pas justifier l'achat d'un tel séchoir. Mais je peux certainement m'en fabriquer un avec ce que j'ai déjà de matériel en stock ici à la maison, de la récup entre autres. Il existe beaucoup d'idées de séchoirs sur le web et en vidéo sur YouTube, mais ces idées nécessiteraient forcément de se procurer du matériel. Je vais vous montrer aujourd'hui mon séchoir fait d'éléments que je possédais déjà. Mon but est de concevoir un séchoir que j'utiliserai sporadiquement, donc il n'y a pas besoin d'être blindé et indestructible, que fonctionnel. J'ai reçu 7 glacières. Vous allez voir un petit peu plus dans le prochain segment vidéo. Pourquoi ne pas l'utiliser comme chambre de séchage? La fonction isolante n'est peut-être pas essentielle, mais ça demeure une enceinte utilisable quand même, donc pourquoi pas? Pour le restant du matériel requis, je vous invite à voir ce segment vidéo tourné avec la caméra en main, donc un peu sautillante. Alors, comme guise de chambre de séchage, j'ai récupéré cette glacière en styromousse dans laquelle est expédiée la nourriture fraîche. Donc, c'est usage unique. Ça me fait lever les cheveux sur la tête. Nous, on ne commande pas de la nourriture fraîche par la poste. Alors, qu'importe, je me suis dit, plutôt que de l'envoyer à la casse, aux ordures, je me suis dit, pourquoi pas la réutiliser. Je sais que le styromousse est bon jusqu'à facilement 90 degrés C avant qu'il ne commence à s'amollir. Donc, il n'y a aucun problème pour l'application que j'ai, c'est-à-dire entre 40 et 60, 65 Celsius. Là, de température interne, il n'y aura pas de difficulté. Alors, ça loge quand même beaucoup. Voici ce que j'ai fait sur le couvercle. Alors, j'ai mis un agencement de 4 résistances, un ohm 50 watts chacune, et donc sont en série, ce qui fait donc 4 ohms 200 watts. Et donc elles chauffent quand même beaucoup, mais pas suffisamment pour faire fondre la glacière évidemment. Mais par précaution, j'ai quand même tapissé le plafond de rubans à conduit de ventilation. Il est en aluminium en passant, c'est pas métallisé, là, genre plastifié, c'est vraiment de l'aluminium, okay? Avec un adhésif à l'arrière qui est forcément résistant à la chaleur puisque c'est fait pour les conduits de ventilation, chauffage et ainsi de suite. Alors j'ai tapissé le plafond de ce ruban, j'en ai mis quelques lisières et ça tient bien, il n'y a pas vraiment de problème, ça n'a pas décollé jusqu'à maintenant. Alors, je reviens à l'agencement de résistance. Prenez note ici que rien n'est soudé. Tout est vissé. J'ai utilisé des entretoises
pour visser différentes résistances ensemble. Et les entretoises sont faites évidemment de métal, donc elles conduisent. Donc on a vraiment notre agencement de 4 résistances qui physiquement sont attachées ensemble par les entretoises et électriquement, bien sûr, font la continuité du 4 ohms. C'est en fait 4,2 ohms. Et les cosses ici sont évidemment serties. Il n'y a rien de soudé. D'accord? Et je tiens l'ensemble en suspension à l'intérieur de la glacière. Ça devient quand même assez chaud, mais pas suffisamment là, pour faire fondre quoi que ce soit. Par contre, on se brûlerait au toucher, c'est certain. Alors, ça c'est l'intérieur. Au niveau du contrôle, à l'extérieur maintenant, j'utilise un bloc d'alimentation pour les résistances de 15 volts, 3,6 ampères. C'est bien ce que vous avez ici. CC, bien sûr. Et c'est exactement le courant dont j'ai besoin avec des résistances de 4,2 ohms. C'est 3,6 ampères, si vous faites le calcul de la loi d'Ohm. Donc, ça fait le bon boulot. J'ai regardé les spécifications du bloc d'alimentation et il n'y a aucun problème à le rouler à 3,6 ampères, sa limite. Et tout ici est à la température de la pièce et il y a les évents de ventilation dans ce bloc, donc c'est quand même très bien fait. Aucune difficulté, il vient à peine tiède. Et pour faire le contrôle de la température, j'ai ce contrôleur qu'on appelle un contrôleur industriel. On s'entend, là, c'est fabriqué en Asie là, et pour usage de bidouillage. Là. Si j'étais en industrie, je n'achèterais pas ce module, mais ici, quand même, ça me convient. Et c'est, il fait de moins 40, je crois, à 100 degrés C. Donc, il n'y a pas de difficulté. C'est dans la plage qu'on veut opérer entre 40 et 60, dépendamment du plastique, peut-être 65 même. Et c'est la sonde de température, bien sûr, je l'insère à l'intérieur de la glacière. Et le thermostat, donc puisque c'est un thermostat en réalité, un contrôle de température, ben, il y a un relais de 10 ampères dessus. Comme le courant est d'environ 3,6 ampères, il n'y a aucune difficulté avec ce relais. Le relais fait la commutation allume-éteint des résistances. Et donc on chauffe 53 watts environ à l'intérieur de la chambre. J'ai mis un fusible, un petit fusible de 5 ampères ici, en série bien sûr avec les éléments. Au cas où il y aura un court-circuit à l'intérieur, quelque chose qui se passe avec les résistances. Le bloc est certainement limité en courant, mais je n'ai pas pris de chance. J'ai mis un fusible de 5 ampères. C'est peut-être un peu juste par rapport au courant de 3,6. Peut-être qu'à la longue, le fusible va peut-être griller. Peut-être que 6 ampères, ce serait mieux, mais j'ai l'impression que le bloc d'alimentation ne pourra pas débiter autant de courant de toute façon. Alors, j'ai tout serré ça, bien sûr. C'est un peu un agencement temporaire. Il faudrait que je fasse quelque chose de beaucoup mieux, là. Mais pour fin d'essai ou usage très infréquent, ça fonctionne très bien. Alors voilà, maintenant, c'est le temps de faire une session de séchage. Ça sera pour un rouleau de filament de PLA. Je vais utiliser un piédestal pour soulever le rouleau. Question d'exposer le PLA à la température, disons, moyenne de l'enceinte. Ah, j'allais oublier. J'inclus des sachets de gel de silice que j'utiliserai dans le sac de conservation avec le rouleau. Les sachets de silice sont réutilisables lorsque déshydratés. Pour permettre l'évacuation de l'humidité, j'insère un espaceur qui gardera le couvercle légèrement soulevé. J'approche le contrôleur de température et j'insère la sonde de température dans l'enceinte et elle est suspendue près du rouleau. Je branche le contrôleur, l'alimentation 15 volts étant déjà branchée. Le voyant de chauffe est montré, la session de séchage est donc lancée. Vous voyez le temps accéléré en minutes et secondes. La chambre atteint la température sélectionnée de 41 degrés C en environ 7 minutes.
C'est donc assez efficace. Il y a évidemment dépassement, cette fois-ci par environ 3 degrés, les résistances continuant à chauffer l'enceinte jusqu'à ce qu'elle refroidisse à la température interne. Le phénomène inverse se produit lors de l'allumage, c'est-à-dire que la température continue de descendre plus bas par 2 degrés. Mais le plastique se trouve exposé quand même à la température moyenne, soit d'environ 41 degrés. Maintenant, à quelle température et pour combien de temps doit-on exposer le filament de plastique pour le déshydrater? Les informations disponibles divergent un peu, mais l'important est de ne pas s'approcher de la température d'amollissement du plastique. Ce tableau résume bien l'information en fonction du plastique utilisé. Pour le PLA, 40 à 45 degrés Celsius est adéquat. Pour l'ABS, c'est plus chaud, environ 60 degrés C. Les durées montrées ici sont des valeurs minimales. Il est préférable de prolonger le temps de séchage bien au-delà de ces valeurs pour être certain que le filament soit bien asséché, car de toute façon, il n'y a aucune contre-indication à le faire. Ça fait 8 heures, c'est le temps de retirer le rouleau de PLA et les sachets de gel de silice. Attention aux résistances, elles sont brûlantes. Moi, je réutilise le sac avec lequel le rouleau a été expédié. Il est bien plus épais et donc plus étanche qu'un simple sac à fermoir. J'inclus évidemment les sachets de silice pour garder le contenu au sec. Pour sceller le sac, j'utilise un fermoir de type Anylock, A-N-Y-L-O-C-K. Il est réputé à être étanche aux fuites, donc c'est certainement convenable sur un sac épais. Voilà, je peux remiser. Je n'ai peut-être pas été assez clair sur la raison pour laquelle j'ai vissé tout ce qui touche aux résistances de puissance, fils et interconnexions. C'est que de la soudure, ça fond. Lors d'un séchage à 60 degrés, les résistances peuvent devenir suffisamment chaudes pour faire fondre la soudure, à tout le moins la ramollir. Prenez ma parole là-dessus. J'ai choisi de travailler en basse tension et plus fort courant, nécessairement, plutôt qu'à la tension du secteur avec un courant plus faible. Je me sentais plus à l'aise ainsi. En plus, j'avais cette alimentation de 15 volts là, déjà homologuée. En basse tension, ce n'est pas nécessaire d'isoler tout là, contre les chocs électriques, incluant les connexions aux résistances. Votre choix de tension pourrait être conditionné par les résistances de puissance que vous avez en main. Utilisez uniquement des résistances de puissance faites de céramique. Et je recommande de ne pas dépasser, disons, la moitié de la dissipation spécifiée sur les résistances de puissance. Par exemple, dans le cas présent, j'ai utilisé des résistances de 50 watts et chacune dissipe 13 watts. Donc, il y a une bonne marge de manœuvre, donc c'est bien en deçà de la limite. Mais malgré tout, elles deviennent brûlantes au toucher. Car rappelez-vous qu'il fait chaud là-dedans et que les résistances peuvent être actives pour plusieurs minutes consécutives, donc sans arrêt. Bien sûr, j'aurais pu utiliser une ampoule incandescente de 40, 50 ou 60 watts comme source de chaleur. Ça aurait fonctionné. Mais constamment allumer et éteindre une ampoule incandescente va de beaucoup raccourcir sa durée de vie. Il est donc plus fiable d'utiliser des résistances de puissance. C'est à vous de l'essayer de toute façon, si vous voulez. Côté régulation de température, n'importe quel contrôleur fera l'affaire. Il y en a de disponibles à quelques dollars, comme le W1209, dont j'ai fait le banc d'essai dans ma vidéo numéro 148. Le lien est dans la description. Moi, j'utilise un RC110D, une espèce de contrôleur de température noire et jaune. Il a l'avantage de posséder une détection de surtempérature qui sonne une alarme et qui coupe le fonctionnement du relais jusqu'à ce que le trouble soit réglé. Lorsque vous choisissez un contrôleur, assurez-vous cependant que le relais de commutation a des contacts qui peuvent prendre la charge. Ici, c'est de 3,6 ampères et le relais est spécifié pour 10 ampères.
il y a de la marge, c'est beaucoup mieux ainsi. Les contacts dureront beaucoup plus longtemps. Par contre, comme exemple, je ne prendrai pas un relais spécifié pour 5 A avec cette charge de 3,6 A. C'est trop serré à mon goût pour de la commutation répétée. Finalement, un dernier commentaire. Au final, c'est peut-être inutile d'utiliser une chambre en styromousse pour sa fonction d'isolation, car je laisse échapper de la chaleur par une fente de toute façon. Mais je l'avais, donc je l'ai utilisé. Voilà, ça couvre ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Peut-être que ça vous donnera des idées sur comment se débrouiller avec ce que l'on a, plutôt que de tout acheter à grands frais. Accumuler du surplus et de la récupération, c'est toujours gagnant à long terme. Encore faut-il avoir assez d'espace de rangement, j'en conviens. Vous avez une autre approche maison pour déshydrater vos filaments? Faites-nous en part dans les commentaires sous cette vidéo ou encore mieux, montrez-nous votre solution sur le forum de discussion électro-bidouilleur. C'est gratuit. Le lien vers le forum se trouve dans la description en dessous. Sur ce, merci et à la prochaine.